Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour un tout nouveau reportage et cette fois-ci on va parler de quelque chose du cru. En effet, la télé du Vallier a rendu visite au musée des colporteurs. Là-bas nous y avons rencontré des descendants de colporteurs qui exerçaient vraiment le métier et nous avons eu droit à une visite guidée complète. Et aujourd'hui nous souhaitons vous faire partager tout ça. Oui, voilà, je suis donc un des descendants de tous ces colporteurs dont on a fait histoire ici. Voilà. Et là, donc, vous avez derrière la caisse de mon arrière-grand-père, Jean Rivière, qui était colporteur, avec son épouse, qui a colporté en Espagne et en Amérique du Sud et au Québec aussi. Les colporteurs ont existé à peu près de tout temps et dans tous les pays, dans toutes les civilisations. Concrètement, donc, leur rôle était d'amener dans les lieux isolés des objets auxquels les gens n'avaient pas accès. Parce que si on prend l'exemple de la France de l'Ancien Régime, dans le Moyen-Âge par exemple, il y avait de grandes foires dans les grandes villes. Donc, et même dans les bourgs, les gens pouvaient aller se ravitailler comme ils voulaient pendant ces grandes foires. Mais dans les petits écarts, dans les petits villages, bon, tout ça n'existait pas. Donc les colporteurs amenaient dans les villages tous les objets qui étaient nécessaires donc, à la vie de la famille. Objets en petite quantité quand même. Donc comme de la mercerie, des journaux, des images. Et souvent, c'était des objets d'ailleurs qui étaient interdits, comme par exemple les textes, les pamphlets anti-monarchistes ou autres. Voilà. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, les objets de colportage, c'était avant tout des objets de piété. Donc, ceci a commencé après les apparitions de Lourdes, 1858, encore qu'il y avait eu avant des objets qui étaient vendus. Et donc, ces objets-là ont été transportés dans la France entière, en Espagne et dans certains cas, en Amérique du Sud. Voilà. Les colporteurs sont partis chassés par la misère et c'était un moyen pour eux de venir au secours de leur famille. En vendant ces objets, si loin qu'ils étaient, ils envoyaient de l'argent. Ça permettait à leur famille de payer leurs dettes et voire même, s'ils gagnaient un peu plus, d'acheter des terres pour améliorer leur niveau de vie. C'était essentiellement cela. Si vous voulez voir un petit peu ce que faisaient les colporteurs, vous allez à Lourdes. Bon. Et à Lourdes, donc, il y a des boutiques qui vendent ces objets de piété. Mais le colportage ici a commencé vers 1850, par là. Il s'est terminé, le dernier colporteur qu'on ait trouvé, c'est en 1943, en pleine guerre. Bon. Et bon, il n'y a pas eu de suite. Les enfants de ces colporteurs ont continué à émigrer. Ils avaient pris goût à ça grâce à leur famille et ils sont partis comme hôteliers, restaurateurs aux États-Unis. Voilà, sur la côte est ou sur la côte ouest. Voilà. Donc, si on peut parler de suite, c'est celle-là. Mais un changement de métier, quoi. Et puis après, grâce à l'école, les petits-fils des colporteurs sont devenus des fonctionnaires, instituteurs, professeurs, gendarmes, etc. Le bâtiment a été donné par la famille à la commune de Souex et ce bâtiment était en mauvais état, donc la commune l'a restauré pour faire le magasin. Il y a eu une association qui a été fondée pour s'occuper justement un peu de magasin, de faire des visites. On a aidé à la mise en place des objets. On a participé, on a acheté des objets aussi qui nous manquaient.
notamment des caisses de colporteurs. Et donc ce magasin, cette association se charge de le faire un peu vivre. Ensuite, sur les murs ici, on a fait le parallèle un peu entre l'histoire un peu du village avec l'histoire du magasin et aussi on a avec les dates de personnages de l'histoire de France. Voilà. Alors il y a quelques événements qui ont été notés. Et, par exemple, en 1870, un tremblement de terre. Le patron du magasin s'est beaucoup intéressé à l'électricité. Il a contacté des ingénieurs, notamment en Suisse, qui était un peu à la pointe, et il leur a demandé de faire une étude pour électrifier le magasin. Il voulait électrifier le magasin. Il s'est intéressé à partir de 1888. Et après, il l'a réalisé en 1995. Il l'a réalisé à peu près en 1995. Alors là, on a mis aussi le train, bon, c'est parce que les marchandises voyageaient beaucoup par le train. Alors, de Souex à Saint-Giron, elles partaient avec les rouliers. C'était des transporteurs de l'époque, on appelait ça des rouliers. Donc, la marchandise arrivait par le train, elles étaient chargées sur des charrettes et montées à Souex. Montées au magasin à Souex. Alors, il faut dire que c'était quand même un magasin assez important. Il y avait, à la grande époque, il y avait quand même 14 personnes qui travaillaient au magasin. Donc, il y avait aussi un chef magasinier qui s'appelait Raoul Pujol et qui avait son tampon. Ce monsieur Pujol avait son tampon, employé commercial. Sur ces cartes, on a retracé des exemples de colporteurs. Alors, il faut dire qu'il y avait deux catégories de colporteurs. Il y avait les colporteurs saisonniers qui ne colportaient que l'hiver. C'est-à-dire, l'été, ils s'occupaient de leur petite propriété. S'ils avaient des bêtes, ils s'occupaient des bêtes. Et l'hiver, ils colportaient. Mais comme ils ne colportaient que 2 ou 3 mois, ils n'allaient pas très loin. Ils se contentaient des environs de Souex. C'est-à-dire au plus loin, ils allaient ici au Pays Basque. Oui. Voilà, dans un rayon de 200 km. Et après, il y avait les colporteurs qui, eux, étaient vraiment des professionnels, qui, eux, allaient partout. Alors, sur cette carte, vous pouvez voir, on a pris des exemples, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais ça, on a pris des exemples. Vous avez par exemple Mélanie Lafont, vous voyez, Mélanie Lafont, elle, qui colportait en France. Alors, elle a fait beaucoup le Nord, et elle a colporté pendant 47 ans, cette dame. Pendant 47 ans. Après, vous avez Elisabeth Lafitte, qui, elle, a fait la Corse. Elle était douce. Elle a fait la Corse et l'Algérie. Elle colportait des bijoux, objets religieux, et puis quelques lunettes. Et on a son arrière-petite-fille qui nous a prêté sa caisse, qui est là. Ça, c'est la caisse d'Elisabeth Lafitte, sa véritable caisse, qui nous a été apprêtée par sa petite fille. Ensuite, bon, il y avait M. Rivière, dont on vous en parlait, M. Jean Rivière, qui lui a commencé par l'Espagne. Il a commencé par l'Espagne. Il habitait un hameau d'Oust qui s'appelait Paloubar, et là, il a fait l'Espagne. Bon. Et là, en Espagne, il a connu sa femme, qui habitait un hameau à côté de chez lui, qui habitait à Rousse. Donc, ils se sont connus en Espagne. Elle colportait avec son père, et lui, il colportait avec son frère. Donc, ils se sont connus en Espagne, ils ont sympathisé, bon, et puis un peu plus que ça. Donc, ils sont partis en Amérique. Alors, en bleu, ils étaient tous les deux. Vous voyez, en bleu, ils étaient tous les deux, et en rouge, il était tout seul, Rivière. Et là, en Amérique, bon, ils ont connu aussi un autre colporteur qui s'appelait Lisley, Émile, qui était douce aussi. Et donc, ils ont souvent colporté à 4, c'est-à-dire les deux couples. Le couple Rivière et le couple Lisley, qui était aussi avec sa femme. Et ils ont, pour vous donner un exemple, comment ça se passait, ils se trouvaient, à un moment donné, ils se trouvaient les deux couples à Santander. Ils se trouvaient à Santander, et là, ils ont décidé d'aller en Amérique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre au magasin, ici, en disant au patron,
on veut aller en Amérique, est-ce que vous pouvez nous organiser le voyage? Donc le patron du magasin a écrit à l'époque à Saint-Nazaire, dans les ports, il a trouvé un bateau qui partait de Saint-Nazaire, qui allait à Cuba en passant par, qui faisait escale à Santander. Vous voyez? Donc ce bateau partait de Saint-Nazaire, escale à Santander et allait à La Havane à Cuba. Donc il a envoyé la marchandise, donc il y en avait pour 334 kilos de marchandises, il y avait des chapelets, des objets religieux. Il a envoyé ça à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, la marchandise a embarqué. À Santander, les passagers sont montés, les colporteurs sont montés, et tout le monde est parti ici à La Havane, à Cuba. Ils sont partis ici à La Havane. Alors là, ils ont colporté un peu à La Havane, mais ils ne sont pas restés trop longtemps, ils ont trouvé le pays un peu malsain, et après ils sont partis au Mexique. Oui, là, ils sont restés un peu plus longtemps. Voilà, pour vous donner un exemple. Alors, donc, cette marchandise, vous voyez, était partie. Eux, ils ne sont pas venus à Suez. Ils ont commandé la marchandise pour aller en Amérique. Il y en avait pour 334 kilos. Et alors, il y avait 4 caisses. 4 caisses. Donc, cette marchandise a permis de les approvisionner pendant un certain temps, au moins peut-être une année ou deux. Alors là, on peut voir aussi qu'ils sont allés aussi à Nouvelle-Orléans, puisqu'à l'époque, là, ils parlaient un peu français, les gens parlaient français, donc ils ont fait un peu la Nouvelle-Orléans aussi. Alors là, vous avez le magasin, on a disposé les objets à peu près comme c'était à l'époque. C'est-à-dire, ici, le coin quincaillerie, vous voyez, le coin épicerie. Après là, il y avait le ménager, vous voyez, tout ce qui était ménager, tout ce qui était mercerie là-bas. Et après, on a le coin objets religieux. Ça, on a remis les objets comme, dans les rayons, là, mais apparemment, c'était pas comme ça. Apparemment, les objets n'étaient pas aussi présentés que là. C'était beaucoup plus modeste. Parce que c'était surtout réservé aux colporteurs. Donc les objets là n'étaient pas... nous on l'a mis là pour faire voir l'importance justement de ces ventes d'objets religieux. L'activité des colporteurs a fortement ralenti entre les deux guerres. Et donc il n'y avait plus trop de clients, il n'y avait plus trop de colporteurs. Donc cette marchandise-là est restée dans des caisses. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans les étages, et nous on l'a retrouvé dans des caisses. Ça c'était un livret qui explique en espagnol l'apparition de la Vierge à Lourdes. Alors ce livret était destiné aux colporteurs. Vous voyez, c'est le magasin qui l'avait fait éditer, mais il était destiné aux colporteurs, qui allaient dans les pays de langue espagnole, puisqu'il est écrit en espagnol. Alors ici, vous avez le coin lunettes, puisqu'il y avait des colporteurs qui ne vendaient que des lunettes. Notamment cette caisse, vous voyez, voilà, cette caisse a été trouvée telle que, avait le stock de lunettes à l'intérieur. Donc ce colporteur-là ne vendait que des lunettes. Et il les montait. Vous voyez, ils avaient les verres, les montures sans verre, et puis ils avaient les verres à part. Et alors, suivant la vue des gens, qu'ils mesuraient avec cet appareil-là, qui s'appelle un optomètre, ils mesuraient la vue de la personne et ils leur montaient les lunettes. En fait, ils étaient opticiens. Ils se disaient opticiens, en fait. Alors, il avait un avis de passage qui est là, vous voyez, un avis de passage. Il devait mettre ça dans les boîtes aux lettres pour signaler son passage. Alors ça, c'est un autre modèle c'est le même principe que ça, c'est un autre modèle d'optomètre. Alors là, on regarde là, et puis quand c'est net, quand l'image est nette, on lit ici la graduation pour la valeur du verre. Alors là, vous avez une facture de lunettes. Vous voyez, là, dans cette facture, il y a 2000 paires de lunettes. Alors ici, nous avons donc retrouvé les archives. Alors ça, c'était chaque fois que le magasin faisait une lettre, il faisait une copie.
pour faire la copie, il faisait sur un papier très fin, un papier pelure. Voilà, il mettait le papier pelure dessus, comme ça, et il pressait, avec une presse qui est dans le bureau. Il pressait, et par capillarité, l'encre imprimait le papier pelure. Mais l'impression était au dos. Vous voyez, l'impression était au dos. Comme le papier est très fin, on le lit parfaitement à l'endroit. Mais en fait, c'est imprimé à l'envers. Voilà comment il faisait. C'était avant l'invention du papier carbone. Parce que vous voyez, ce livre, il date de 1876. 1876. Et alors, on a aussi les livres de comptes. Celui-là, c'est un vieux, celui-là. Hein. Les livres de comptes. Ça, c'est 1872. Tout était marqué. Vous voyez, avec les comptes clients. Les comptes clients, vous voyez, il y a le nom, là. Ça, c'est les comptes des clients. Parce qu'à l'époque, beaucoup ne payaient pas de suite. Vous voyez, ils venaient, ils prenaient la marchandise, c'était marqué sur le cahier, après ils payaient soit à la fin du mois, soit des fois à la fin de l'année. Et on a aussi les factures. Les factures aux fournisseurs aussi. Alors là, il y a toutes les factures des fournisseurs. Alors ça aussi, vous voyez, c'est 1890. Alors là, tous les alors, il n'y a pas que les fournisseurs des colporteurs. Là, il y a il y a l'épicerie, il y a le sel, tout ce qui vendait, quoi. L'huile, tous les produits qui se vendaient. C'est comme ça qu'on a pu retracer un peu l'histoire du magasin.